En Afghanistan, de nombreux attentats à l'approche de la fin de mission de l'OTAN. Les soldats afghans auxquels reviennent la responsabilité de la sécurité du pays sont les premières cibles. La Tunisie attend les résultats officiels du second tour du scrutin présidentiel de ce dimanche. Le favori Beji Caïd Essebsi a revendiqué la victoire contestée par le camp adverse. Hommage au père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. C'était à l'occasion du 65e anniversaire de sa naissance, célébré par le mouvement Le Balai Citoyen. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons cette édition par l'Afghanistan où on observe depuis quelques semaines une augmentation du nombre d'attentats à l'approche de la fin de la mission des troupes de l'OTAN. Les premiers visés par ces attaques sont les soldats et les policiers afghans auxquels revient désormais l'entière responsabilité de la sécurité du pays. Reportage. Détecter la présence d'engins explosifs improvisés, voilà ce que ces soldats du génie de l'armée afghane sont en train d'apprendre. Ils participent à une formation de 4 semaines sur cette base de l'ISAF à Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Des cours sous la supervision d'instructeurs militaires italiens dans le cadre de la mission des forces de l'OTAN. Ils ont un très bon niveau. Ils se donnent vraiment du mal pour apprendre. Nous les soutenons au quotidien et ils suivent nos instructions car ils ont compris que nous sommes tous du même côté en tant que militaires en uniforme. Ces unités auront un rôle de plus en plus important avec la fin de la mission de combat des forces internationales au 31 décembre. Les moyens mis à la disposition des Afghans par la coalition, véhicules blindés anti-mines, robots et drones, devront leur permettre de rendre le pays plus sûr. Mais pour certains, l'assistance étrangère est encore indispensable. Nous avons encore besoin d'être entraînés et équipés par les forces de la coalition. Nous avons besoin de leur soutien. Ils devraient rester plus longtemps en Afghanistan. Je pense que nous ne sommes pas tout à fait prêts et qu'il y a encore des retards à rattraper. Le camp Zafar, près d'Herat, abrite le 207e corps d'armée des forces de sécurité afghanes. C'est ici que se prépare la lutte contre les différents groupes armés qui tentent de déstabiliser le pays. À la tête de ce bataillon, un ancien moudjahidine formé sous les ordres du commandant Massoud. En 2014, les talibans et les autres insurgés ont essayé de mener une stratégie qui consistait d'un côté à couper les grandes voies de communication et de l'autre à s'emparer de certaines provinces contrôlées par les forces de sécurité afghanes. Mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas mené à bien leurs objectifs. Ils n'ont fait ni sauter des routes, ni pris le contrôle de nouveaux territoires. Mais 2014 a été une année noire pour la police et l'armée afghane. De nombreux blessés lors des dernières attaques sont hospitalisés ici, à l'hôpital militaire du camp Zafar. Depuis le passage de la responsabilité de la sécurité aux forces afghanes, le bilan n'a cessé de s'alourdir. Selon le Pentagone, plus de 4600 soldats et policiers afghans ont été tués depuis le début de cette année, soit plus que l'ensemble des pertes de la coalition en 13 ans de présence dans le pays. En Tunisie a eu lieu ce dimanche le second tour des élections présidentielles. Le favori Beji Caïd Essebsi a revendiqué dimanche soir la victoire, ce que les partisans du président sortant Monsef Marzouki ont immédiatement contesté dans l'attente des résultats officiels. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration d'Essebsi. Aujourd'hui, c'est le commencement de l'avenir. Nous espérons que nous serons ensemble. Nous saluons notre peuple, femmes et hommes. Nous les remercions pour leur confiance. Nous saluons aussi les personnes qui ont voté pour notre concurrent, le docteur Monsef Marzouki.
À présent, 26 hommes accusés d'avoir organisé ou participé à des orgies homosexuelles ont comparu ce dimanche pour débauche, 15 jours après leur interpellation dans un hammam du Caire le 7 décembre dernier. Les prévenus, certains en larmes, tentaient de dissimuler leur visage en gardant la tête baissée, alors que des policiers les faisaient entrer dans le box grillagé d'un tribunal du Caire. Parmi les prévenus se trouvent le propriétaire et 4 employés du hammam qui sont jugés pour administration d'un lieu de débauche et pour avoir également incité et facilité la débauche d'autrui. Les 21 autres personnes sont accusées de débauche et d'attentat à la pudeur et le procès, qui n'a duré que quelques minutes dimanche, a été ajourné au 4 janvier. Selon l'enquête du parquet, le hammam accueillait des orgies homosexuelles. Sur le continent africain et plus précisément au Burkina, il s'agit du 65e anniversaire de naissance du défunt capitaine Thomas Sankara. Une occasion saisie par le mouvement du ballet citoyen et des partis sankaristes pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Le ballet citoyen a aussi fait le bilan d'une année de lutte sur la tombe de Thomas Sankara. Pour le 65e anniversaire de sa naissance, des centaines de personnes ont déposé dimanche des balais sur la tombe de Thomas Sankara. Il en a été de même pour les 12 hommes tombés avec lui lors du coup d'État du 15 octobre 1987. Un geste symbolique visant à demander justice pour l'ex-président du Burkina Faso. C'est un appel à la réouverture du dossier Sankara, selon Balai Citoyen, en mouvement de la société civile. Rappelons que Blaise Compaoré était arrivé au pouvoir en 1987 lors d'un coup d'État contre Thomas Sankara, tué lors de ces événements. Des doutes existent sur le fait que le corps enterré soit bien le sien. Le nouveau président Michel Kafondo, en place pour 1 an, a promis des investigations pour identifier sa dépouille, une demande de longue date de la famille Sankara. La page découverte de ce journal nous amène au Bénin à la découverte d'un artisan sculpteur. Il s'appelle Maurice Ouessou, qui a hérité de son père l'art de travailler le bois, exerce ce métier avec beaucoup de passion mais aussi beaucoup de difficultés liées à son travail. C'est un reportage signé Hubert Marie Djamani, Abdoulaye Issa et Alphonse Narcisse Oum. Chaque jour que Dieu fait, Maurice Ouessou, sculpteur sur bois béninois, se rend en moto à son atelier situé au centre de promotion artisanale CPA de Cotonou. En moyenne, tantôt tout au moins 20 000. À l'aide d'un marteau et d'un burin, l'artiste à l'œuvre. C'est mon père qui a appris ce métier et pourtant, comme je suis né dedans, on a commencé par les bancs au moment où je fréquentais. Donc à un temps donné, le vieux nous a indiqué, il nous informait ça, et finalement on est devenu sculpteur. La sculpture sur bois constitue l'unique source de revenus pour Maurice Ouessou. Malgré son dévouement, la vie ne semble pas lui sourire. Il y a le problème du bois. Au premier abord, problème du bois. Deuxièmement, problème de transport. Ce sculpteur travaille dur pour gagner sa vie et entretenir sa famille. L'homme pourrait augmenter ses revenus s'il n'était pas confronté aux difficultés liées à l'approvisionnement en matières premières, notamment le bois indispensable à sa production. Direction le Nigeria, le 14 avril 2014, le groupe islamiste radical Boko Haram enlevait 276 lycéennes à Chibok dans le nord du pays. L'événement en son temps a suscité l'indignation de la communauté internationale, mais 8 mois plus tard, c'est le statu quo. Plus de 200 lycéennes restent toujours captives. Les images. C'était le 14 avril dernier. Le groupe islamiste Boko Haram prenait d'assaut l'internat de la ville de Chibok dans le nord du Nigeria. 276 lycéennes sont kidnappées. 8 mois après, 57 filles ont réussi à s'enfuir, mais le sort de 219 d'entre elles reste toujours inconnu. Dans une vidéo diffusée peu après l'enlèvement, le leader de Boko Haram, Abou Bakar Shekau, avait menacé de vendre les filles comme esclaves ou de les marier de force. Puis dans une autre vidéo diffusée en mai, on voit certaines d'entre elles forcées d'expliquer leur conversion à l'islam. Pour les militants de la campagne Bring Back Our Girls, l'attente est devenue trop longue.
C'est vraiment ahurissant que dans une nation comme le Nigeria, nous n'ayons pas encore ramené nos filles près de 7 mois plus tard. Mais nous allons continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'il fasse le nécessaire et ramener nos filles maintenant et vivantes. Les autorités nigérianes sont incapables d'enrayer l'insurrection dans le nord du Nigeria et le président Goodluck Jonathan est souvent critiqué pour son inaction. Boko Haram multiplie les attentats depuis l'enlèvement des lycéennes et devient une véritable menace régionale. Le nord du Cameroun subit de plus en plus d'incursions sanglantes et le Niger et le Tchad redoutent des attaques. En octobre, les autorités ont annoncé un cessez-le-feu et la libération des otages de Chibok. Rien de tout cela ne s'est produit. Je vous dis que nous n'avons pas conclu de cessez-le-feu avec quiconque. Nous voulons la bataille, frapper, tuer avec des armes à feu, car le goût du métal nous manque. L'enlèvement des lycéennes a suscité une vaste indignation internationale. Depuis quelques mois, la campagne de mobilisation affaiblit. Mais les lycéennes sont toujours retenus et les enlèvements se multiplient. Cette semaine, 185 personnes ont été enlevées dans un village proche de Chibok. Parlons des fêtes de fin d'année à présent. Dans les grandes capitales du monde, les préparatifs de la fête de Noël vont bon train. En Allemagne, par exemple, les marchés de Noël restent un passage obligé, indémodable, à Berlin à l'approche des fêtes de fin d'année. Entre décors traditionnels et marchés revisités, il y en a pour tous les goûts. Parmi les dizaines de marchés de Noël de Berlin, celui de Gendarmenmarkt est sans doute l'un des plus beaux. Créé en 2003, il compte de nombreux habitués. Certains n'hésitent pas à s'y rendre 2 fois par jour, comme Anya, venue avec quelques collègues. Nous travaillons au coin de la rue et nous nous accordons une petite pause vin chaud avant de reprendre le travail dans la bonne humeur. On déguste une saucisse grillée, on boit du vin chaud et on fait quelques emplettes. Ce marché de Noël est vraiment magnifique. Pralines, vin chaud et saucisses, nous sommes sur un marché de Noël très traditionnel. Un folklore qui attire aussi la clientèle internationale. Entre 50 et 60% des personnes qui fréquentent ce marché sont des touristes. Ils viennent du monde entier, on entend parler toutes les langues ici le week-end. Loin des sentiers battus, une offre plus alternative s'est aussi développée. Au marché de Noël de Neue Heimat, où des hangars désaffectés ont été reconvertis, le design et le fait main sont à l'honneur. Ici, on trouve plutôt un public jeune et branché qui ne veut pas acheter des choses produites en série. Des objets originaux, vendus dans un décor brut et sur fond de musique électro, un concept qui plaît. Les vieux marchés de Noël sont un peu trop traditionnels et souvent bondés. Ici, ce qu'il me plaît, c'est que l'art contemporain est associé à la tradition de Noël. Classique ou alternatif, le marché de Noël reste une bonne option pour tous les retardataires en quête de cadeaux, même les plus excentriques. Parlons toujours des fêtes de fin d'année. La Noël rime avec des cadeaux. Entre autres cadeaux souvent offerts, nous avons les écharpes, les montres ou encore des parfums. Toujours est-il qu'il est difficile de trouver des idées de cadeaux qui plaisent à tous les coups en cette période. Alors que les magasins s'attendent au dernier rush avant Noël, quel est le pire cadeau que vous n'avez jamais reçu? C'est la question que nos confrères de l'AFP ont posée à quelques Parisiens. Voici leur réponse. J'ai eu droit l'année dernière à un petit pull en jacquard, turquoise, bleu, enfin un petit chamarré turquoise bleu, mais pas forcément du meilleur goût. Pas le jacquard dans sa meilleure année. Voilà. Donc de temps en temps, quand j'ai vraiment envie d'être repérable, je le mets devant mon chat. J'ai perdu mon chat et j'ai eu droit à un savon à l'effigie de mon chat qui est soluble, donc le truc qui est de bon goût. Comment dire? Merci belle maman. Et voilà, mais sinon la magie de Noël, non, elle fonctionne bien. Pas forcément tout le temps dans les cadeaux, mais elle fonctionne bien. Mon environnement a bon goût. J'ai pas eu de pire cadeau, mais je pense que je vais l'avoir cette année. Tous les Noëls, c'est les caleçons. Vous avez toute une collection? Ah, j'en ai beaucoup, oui. Des grands, des petits, des... Une espèce de parure de bureau, un truc pour faire bien, comme sur les beaux bureaux.
Vous voyez un peu, avec l'ouvre-enveloppe, tout, mais sauf que c'était totalement inutile et pas beau. Un vieux parfum pourri. C'était il y a des années. Mais vraiment le parfum le plus pourri du monde, quoi. C'était. Mais bon, ouais, je crois que c'est le pire. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention et pour votre fidélité. Au revoir.